Je m'appelle Vanessa, et le jour de mon 30e anniversaire, ma famille m'a fait asseoir, m'a souri avec cette sorte de chaleur prédatrice que j'aurais dû reconnaître il y a des années, et m'a annoncé qu'ils vendaient l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Ils ont appelé ça un cadeau. Ils ont dit que c'était pour me donner une chance de me reposer enfin, de vivre ma vie, libérée du fardeau des affaires. Ils ont présenté cet acte de trahison ultime, cet effacement complet de l'œuvre de ma vie, comme un acte d'amour. Ils n'avaient aucune idée que dans leur générosité condescendante et égoïste, ils ne me donnaient pas une indemnité de départ. Ils me donnaient 7 jours d'avance, et j'allais faire en sorte que chaque seconde de cette semaine compte. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais le moteur de la famille, la bête de somme silencieuse et infatigable qui rendait tout le reste possible. Notre entreprise familiale, Sinclair, fils un port de prestige, était un nom inapproprié dès le départ. Elle aurait dû s'appeler « Le labeur incessant de Vanessa Sinclair ». Mon père, Richard, était la façade de l'entreprise, un homme qui aimait les longs déjeuners et les éloges faciles plus que les bilans qu'il ne pouvait pas comprendre. Ma mère, Eleanor, en était la principale bénéficiaire, une femme dont l'amour pour moi était directement proportionnel au style de vie que mon travail lui offrait. Puis il y avait mon frère, Kevin, la partie fils du nom, un homme dont la contribution principale était son apparition bimensuelle pour encaisser un chèque et se plaindre de la qualité du café du bureau. Et ma sœur, Jessica, qui traitait le compte de dépenses de l'entreprise comme son fonds fiduciaire personnel pour ses virées shopping et ses journées au spa. Ils étaient la façade glorieuse, et j'étais les murs porteurs, la plomberie et l'électricité, tout cela caché à la vue. C'est moi qui me réveillais à 5 heures du matin pour gérer les appels avec nos fournisseurs européens et celle qui restait jusqu'à 22 heures pour finaliser la logistique qui assurait que nos clients reçoivent leurs produits de luxe. J'ai bâti les relations avec les clients, j'ai conçu le système d'inventaire et j'ai négocié seul les contrats qui avaient triplé notre chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Ils voyaient les profits, mais ils ne me voyaient jamais. Ils voyaient le succès, mais ils refusaient d'en voir la source. Pour eux, je n'étais pas une associée ou une fille. J'étais une pièce de machinerie étrangement efficace qui produisait de l'argent, une machine qui n'exigeait ni louange ni participation, seulement une tape occasionnelle sur la tête pendant qu'ils discutaient de leur prochaine destination de vacances avec l'argent que j'avais gagné. C'était une dynamique construite sur le fondement de ma compétence discrète et de leur sentiment de supériorité, bruyant et arrogant, et j'avais bêtement permis que cela persiste pendant plus d'une décennie, tout cela pour un sens du devoir familial qu'ils n'ont jamais, pas une seule fois, rendu en retour. Le ressentiment lent et bouillonnant s'était accumulé pendant des années, une pression silencieuse derrière mes côtes que j'avais appris à ignorer. Je me souviens de l'année de mes 25 ans. Je venais de décrocher le comte Albrecht, un magnat allemand de pièces automobiles notoirement difficile, connu pour ses normes exigeantes. Mon père et Kevin avaient essayé pendant 2 ans et avaient échoué de façon spectaculaire, leur mélange de charme creux et d'incompétence fanfaronne ayant fait fuir M. Albrecht. J'ai passé 6 mois à apprendre l'allemand pendant mon temps libre, à étudier l'histoire de son entreprise et à préparer une proposition si détaillée, si parfaitement adaptée à ses besoins, qu'il ne pouvait pas refuser. Lorsque le contrat de plusieurs millions de dollars a été signé, mon père a organisé une fête somptueuse. Il s'est tenu devant tout le monde, nos amis de la famille et nos associés, les complices et témoins de ma longue et silencieuse humiliation, et a prononcé un grand discours sur sa propre persévérance et son sens des affaires. Il n'a jamais mentionné mon nom, pas une seule fois. Plus tard dans la soirée, ma meilleure amie Chloé, ma seule véritable alliée au monde, m'a trouvée en train de pleurer dans le vestiaire. « Nessa, combien de temps vas-tu les laisser te faire ça ?» avait-elle demandé, sa voix empreinte de la colère féroce et protectrice que je ne pouvais pas encore ressentir pour moi-même. « Ils ne se contentent pas de s'attribuer le mérite, ils te volent ta vie. » Je l'avais fait taire, trouvant des excuses sur le maintien de la paix, sur la loyauté familiale. Je lui avais dit qu'ils ne savaient tout simplement pas comment montrer leur appréciation. Mais Chloé, une avocate d'affaires redoutable qui voyait le monde en noir et blanc, a simplement secoué la tête. « Non, dit-elle, ces mots me frappant avec la force d'un coup physique. Ils savent. C'est juste qu'ils s'en fichent. Et un jour, tu te retrouveras avec rien. » Ces paroles étaient une prophétie que je n'étais pas prête à entendre, une froide vérité que j'ai choisi d'enfouir sous une autre montagne de travail, espérant qu'un jour, mes efforts seraient enfin suffisants.
Le cadre de mon exécution était bien sûr parfait. Un restaurant étoilé au Michelin avec des nappes blanches amidonnées et des serveurs qui se déplaçaient avec une grâce silencieuse et déconcertante. Mon 30e anniversaire. C'était censé être une étape importante, une célébration. Ma famille était toute là, vêtue de ses plus beaux atours, leur visage rayonnant d'une sincérité théâtrale qui me nouait l'estomac. À Vanessa, a porté mon père en levant un verre de champagne, qui coûtait plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. La fille la plus travailleuse que je connaisse. Nous ne serions pas où nous en sommes sans elle. Les mots étaient justes, mais le ton était complètement faux. C'était la façon dont on louerait un vieux chien loyal, pas l'architecte de votre fortune. Kevin est intervenu, un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres. « Sérieusement, sœurette, tu es toujours si occupée. Tu dois apprendre à te détendre. Et nous avons exactement ce qu'il faut pour t'y aider. » Jessica gloussa ses yeux vides. « C'est la surprise la plus incroyable. Tu vas tout simplement en mourir. » Et à ce moment-là, j'ai ressenti un profond sentiment d'effroi. L'air s'est épaissi, lourd de leurs intentions non dites. Ils me regardaient tous, ces vautours souriants, leurs yeux brillants d'un savoir partagé et secret. C'était ma famille, les gens qui étaient censés m'aimer, me protéger. Mais en les regardant de l'autre côté de cette table, je n'ai pas vu d'amour. J'ai vu un peloton d'exécution, et j'étais celle qu'ils avaient alignée contre le mur, m'offrant un dernier repas somptueux avant d'appuyer sur la gâchette. La surprise n'était pas pour moi, elle était pour eux. J'étais juste le dernier élément à être débarrassé avant qu'ils puissent vraiment commencer à s'amuser. Puis, mon père s'est raclé la gorge, plaçant sa main sur la mienne dans un geste de contrôle paternaliste. « Vanessa », commença-t-il, sa voix suintant d'une sympathie mielleuse et étudiée. « Ta mère et moi, ainsi que Kevin et Jessica, nous avons discuté. Nous avons vu à quel point tu t'es sacrifié, comment tu as consacré toute ta jeunesse à l'entreprise. Et nous avons décidé que c'en est assez. » Mon cœur se mit à marteler contre mes côtes. « Nous te rendons ta vie », ajouta ma mère, les yeux pleins de larmes de crocodile. « Nous avons reçu une offre magnifique pour Sinclair, fils d'un groupe de holding. Ils ont été incroyablement impressionnés par la performance de l'entreprise. » Ma performance, pensais-je, une clarté froide, tranchant à travers la confusion. « La transaction est finalisée la semaine prochaine », continua mon père, sa voix prenant le ton triomphant d'un homme annonçant une grande victoire. « Et nous allons tous être très à l'aise. Et pour toi, pour toutes tes années de dévouement, nous avons arrangé une généreuse indemnité de départ à 6 chiffres. Assez pour que tu prennes une année sabbatique, que tu voyages, que tu te trouves un passe-temps, que tu trouves un mari, peut-être. » Kevin ricana. « Ouais, fais-toi une vie, sœurette. » Ils me regardèrent tous, rayonnants, attendant ma gratitude. Ils s'attendaient à ce que je pleure de joie d'être mise au rebut. Le son dans le restaurant sembla s'estomper en un grondement sourd. 6 chiffres. Pour une entreprise valant des dizaines de millions, une entreprise qui était mon sang, mes os et mon âme. Ils ne me libéraient pas. Ils m'encaissaient comme un jeton de poker. Et le mensonge vraiment à couper le souffle, qui brisait l'âme, c'est qu'ils le faisaient pour moi. Ils venaient d'annoncer la démolition de mon monde entier et appelaient ça un cadeau d'anniversaire. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison fut une leçon magistrale de dissociation. J'ai hoché la tête, j'ai souri faiblement, j'ai prononcé quelques phrases creuses de gratitude. « Je suis juste, sous le choc », murmurai-je, ce qui était la seule chose vraie que j'ai dite de toute la soirée. « C'est beaucoup à digérer », ma mère me tapota le genou. « Bien sûr, ma chérie, c'est un grand changement, mais c'est pour le mieux, tu verras. » Ils m'ont déposé à mon modeste appartement, celui que je pouvais me permettre avec le salaire qu'ils me versaient, et sont repartis dans leur berline de luxe, probablement vers un autre bar pour célébrer leur ruse. Au moment où ma porte d'entrée s'est refermée, le barrage soigneusement construit de mon sang-froid s'est brisé. J'ai glissé le long de la porte, les sanglots secouant mon corps avec une violence qui m'a effrayée. Ce n'était pas seulement la perte de l'entreprise, c'était la cruauté, pure, et à couper le souffle de la chose. Le mensonge, la comédie. Les années de ma vie, mon talent, ma dévotion, balayées d'un chèque et d'une tape sur la tête. Pendant 1 heure, j'ai laissé le chagrin et la rage me consumer. Puis, quelque chose a changé. Les larmes chaudes sont devenues froides. Un nouveau sentiment a commencé à se cristalliser dans ma poitrine, dur, tranchant et clair. C'était la détermination. Je me suis levée, je suis allée à la salle de bain et j'ai aspergé d'eau froide mon visage enflé. J'ai regardé la femme dans le miroir, ses yeux rougis mais brillants maintenant d'une lumière que je n'avais pas vue depuis une décennie. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro.
Chloé a répondu à la première sonnerie. « Ils l'ont fait, dis-je, ma voix plate, dénuée d'émotion. Ils la vendent dans mon dos. » Il y eut une pause, puis la voix de Chloé, basse et stable. « D'accord, quel est l'échéancier ?» J'ai pris une profonde inspiration. « La transaction est finalisée dans une semaine. »« Une semaine, » répéta Chloé, et je pouvais entendre les rouages tourner dans son brillant esprit juridique. Nessa, une semaine, c'est une éternité, et elle avait raison. Il pensait m'avoir donné une fin, mais ce qu'il m'avait vraiment donné, c'était une date butoir. Le lendemain matin, mon appartement n'était plus un foyer. C'était une salle de guerre. Chloé est arrivée à 6 heures du matin, armée de 2 ordinateurs portables, d'un scanner portable et d'un thermos de café si fort qu'il pourrait décaper de la peinture. « Bon, » dit-elle, renonçant à toute platitude réconfortante. « Montre-moi tout. » Pendant les 3 heures qui suivirent, je ne lui ai pas seulement montré. J'ai mis au jour une véritable fouille archéologique de ma vie professionnelle. J'ai sorti les dossiers que je gardais depuis des années, ma police d'assurance au cas où. Chaque évaluation de performance que j'avais rédigée pour moi-même parce que mon père ne s'en était jamais donné la peine. Chaque courriel où je résolvais une crise pendant que Kevin était en retraite de golf. Chaque projection financière que j'avais créée et qu'ils avaient ensuite présentée comme la leur. Et plus important encore, le dossier numérique intitulé Grand Livre, qui contenait des reçus et des relevés de cartes de crédit méticuleusement scannés, détaillant chaque luxe personnel qu'ils avaient fait passer par les comptes de l'entreprise, les sacs à main à 5 000 $ de Jessica, les dettes de jeu de Kevin remboursées en tant qu'honoraires de consultation, le somptueux voyage d'anniversaire de mes parents en Toscane, réservé en tant que relation avec la clientèle. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent en parcourant l'épreuve. « Ce n'est pas seulement de la mauvaise gestion, Vanessa, » murmura-t-elle, un sourire sinistre sur le visage. « C'est une mine d'or de malversation d'entreprise. Mais nous n'allons pas l'utiliser pour un procès. C'est lent et désordonné. Nous allons l'utiliser comme levier pour quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus satisfaisant. » Elle tapa du doigt sur l'écran de mon ordinateur portable, où ma base de données clients minutieusement détaillée était ouverte. « Le plus grand atout de l'entreprise n'est pas sa licence d'importation ou son inventaire, dit-elle. C'est toi et chaque relation que tu as bâtie. Ils pensent qu'ils vendent le navire. Nous allons leur prouver qu'ils vendent une coque vide qui coule, parce que toute la cargaison, elle est sur le point de sauter du navire pour un nouveau vaisseau. » Le deuxième jour fut celui où ma vie fantôme est devenue réelle. Pendant que ma famille profitait probablement d'un brunch de célébration, Chloé et moi étions dans un bureau stérile du centre-ville, à déposer les documents de constitution pour Apex Global Logistics. J'ai choisi le nom moi-même. Fini le fils. Fini l'héritage familial construit sur mon dos. Juste Apex. Le pic, le sommet. C'était une promesse que je me faisais. Chloé avait déjà préparé toute la paperasse. Son efficacité était une pure merveille. En signant les documents, ma main tremblait légèrement. C'était la première chose, qui était vraiment, indubitablement mienne. Ensuite, nous sommes entrés dans une banque pour une réunion que Chloé avait arrangée avec un responsable senior des prêts commerciaux. J'étais nerveuse. Mon portefeuille d'épargne personnelle était pathétique comparé aux chiffres que j'avais l'habitude de manipuler pour Sinclair, fils. Mais je ne vendais pas mes économies, je vendais mes antécédents. J'ai présenté mon plan d'affaires, celui que j'avais mentalement affiné pendant des années. J'ai présenté mon historique méticuleusement documenté de croissance des revenus, d'acquisition de clients et de marge bénéficiaire dans l'entreprise de ma famille. Je lui ai montré les preuves de leur imprudence financière, non pas comme une plainte, mais comme un indicateur clair du potentiel de profit inexploité si l'entreprise était gérée efficacement. J'ai expliqué que les clients clés de l'entreprise avaient des relations avec moi, pas avec la marque. Le chargé de prêt, un homme perspicace du nom de M. Davy, écoutait attentivement, ses yeux passant des documents à mon visage, jaugeant ma confiance. Quand j'eus fini, il se pencha en arrière dans sa chaise. « Mademoiselle Sinclair, dit-il, un lent sourire se dessinant sur son visage. Vos chiffres sont impeccables, votre plan est agressif, mais sans faille. Franchement, c'est l'une des propositions de start-up les plus convaincantes que j'ai jamais vues. Nous serions insensés de ne pas vous soutenir. » En sortant de cette banque avec une ligne de crédit prêt approuvée qui éclipsait mon indemnité insultante, j'ai senti une montée en puissance si forte qu'elle m'a presque donné le vertige. Le jeu avait officiellement changé. Le 3e jour fut le point de non-retour. Il était temps de faire le premier pas, celui qui déterminerait si toute ma stratégie était un coup de maître brillant ou une fantaisie insensée. Je devais appeler Marcus Thorne,
le PDG de Thorn Automotive, notre plus gros client. Son compte représentait près de 30% du chiffre d'affaires annuel de Sinclair Fils. Il était notoirement loyal, mais aussi pragmatique à l'extrême. Mon père avait toujours prétendu qu'ils étaient de vieux copains de golf, mais je connaissais la vérité. Marcus tolérait mon père, mais respectait mon efficacité. Ma main flottait au-dessus du téléphone, mon cœur battant un rythme nerveux contre mes côtes. Chloé m'a fait un signe de tête rassurant. J'ai pris une inspiration et j'ai composé le numéro. Marcus, c'est Vanessa Sinclair. Vanessa, toujours un plaisir. Que puis-je faire pour vous? Ne me dites pas que votre père veut encore déplacer notre partie de golf. J'ai souri. C'était l'ouverture parfaite. En fait, Marcus, j'appelle au sujet d'un changement plus important. À la fin de cette semaine, je démissionnerai de Sinclair, Fils. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Eh bien, dit-il lentement, c'est en effet important. Je ne peux pas dire que je sois entièrement surpris, mais je suis déçu. Vous êtes la seule raison pour laquelle cette opération fonctionne si bien. Quels sont vos projets? C'était le moment. Je lance ma propre entreprise de logistique, Apex Global. J'ai obtenu un financement et mon équipe opérationnelle principale. Mon objectif est de fournir le même niveau de service que vous attendez, mais avec un modèle plus rationalisé et efficace. Je n'ai pas eu besoin de mentionner l'incompétence de ma famille. Ils le savaient déjà. Je n'ai ni supplié ni plaidé. J'ai énoncé des faits. Il est resté silencieux pendant 10 bonnes secondes. « Vanessa, dit-il finalement, sa voix décisive. Envoyez-moi les documents. Mon équipe juridique les examinera. Considérez notre contrat avec Sinclair comme résilié à la fin de la semaine, en attendant l'examen de votre nouvelle proposition. Nous faisons affaire avec des gens, pas avec des noms sur un bâtiment, et nous voulons faire affaire avec vous. » Quand j'ai raccroché le téléphone, je ne pouvais plus parler. J'ai juste regardé Chloé, un large sourire tremblant se dessinant sur mon visage. Le premier domino était tombé, et c'était un très très gros. Le reste du 4e jour ressemblait à une démolition contrôlée. Porté par le succès avec Marcus Thorn, j'ai passé les 2 appels suivants. D'abord à Geneviève Dubois de Parisien Luxe, un conglomérat de mode haut de gamme dont les besoins en expédition étaient complexes et exigeants. J'avais personnellement passé un week-end à réacheminer une cargaison critique pour elle pendant une grève des dockers, lui sauvant des millions. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle n'a pas hésité. « Enfin !» s'est-elle exclamée. « Enfin ! C'est un crime la façon dont votre famille vous a traité. Envoyez-moi le contrat, chérie. Nous sommes avec vous, à 100%. » L'appel suivant était destiné à un client plus récent, une entreprise de matériel technologique dont j'avais personnellement courtisé et gagné l'affaire à peine 6 mois auparavant. Leur loyauté était envers moi, et moi seule. À 15 heures, j'avais obtenu des engagements qui représentaient 65% du chiffre d'affaires de Sinclair, Fils. L'entreprise que ma famille vendait si fièrement n'était plus, en fait, qu'une boîte vide. L'ironie était un humour constant et amer qui jouait à l'arrière de mon esprit. Vers midi, ma mère a appelé. « Vanessa, ma chérie, pourrais-tu être un ange et passer au bureau en rentrant? Kevin y a laissé ses nouveaux clubs de golf et il en a besoin pour un tournoi demain. » L'ignorance béate de la situation était stupéfiante. J'étais là, en train de démanteler systématiquement tout leur empire, et ils s'inquiétaient pour un jeu de club de golf. « Je suis désolée, maman, je suis un peu occupée aujourd'hui, » dis-je, ma voix lisse comme du verre. « Je suis sûre que Kevin peut se débrouiller. » J'ai raccroché. La joie maligne était un goût doux et vif sur ma langue. Ils n'avaient aucune idée que le sol sous leurs pieds avait déjà disparu. C'étaient des personnages de dessins animés, courant avec assurance du haut d'une falaise, suspendus en l'air par rien d'autre que leur propre arrogance inconsciente. Et j'étais celle qui allait leur dire de regarder en bas. Le 5e jour fut consacré à la construction de mon armée. Une entreprise n'est pas seulement des clients et un PDG. Ce sont les personnes talentueuses qui font le travail jour après jour. Je savais exactement de qui j'avais besoin. Le premier sur ma liste était David Chen, notre responsable de la logistique. C'était un génie discret qui pouvait démêler un cauchemar douanier dans son sommeil, et ma famille le payait une fraction de ce qu'il valait. Je l'ai rencontré pour un café. Avant même que je puisse terminer mon argumentaire, il m'a arrêté. « Vanessa, je les regarde s'attribuer le mérite de ton travail depuis des années, dit-il, la voix tendue par la frustration. Je suis resté à cause de toi. Où que tu ailles, je te suis. Dis-moi juste quand et où. » Il fut le premier. Vint ensuite Maria Flores, la gestionnaire de compte principal qui s'occupait de toute la communication quotidienne avec nos clients. Ils l'adoraient. Elle était chaleureuse, efficace et farouchement protectrice de leurs intérêts. Je lui ai offert un poste d'associé principal et une participation dans Apex Global. Elle a pleuré.
Elle m'a dit qu'elle avait été sur le point de démissionner, qu'elle ne supportait plus un jour de plus à être traitée avec condescendance par mon frère, Kevin. À la fin de la journée, j'avais sécurisé les 3 employés opérationnels les plus critiques de Sinclair, fils. Ce n'étaient pas seulement des collègues, c'étaient des gens qui, comme moi, avaient été évalués et négligés. Ils ne rejoignaient pas seulement une nouvelle entreprise, ils rejoignaient une rébellion. Ce soir-là, alors que Chloé et moi passions en revue les lettres d'offres signées, j'ai ressenti une nouvelle émotion se mêler à la froide détermination. Un sentiment féroce de loyauté et de responsabilité envers ces personnes. Il ne s'agissait plus seulement de ma vengeance. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux, un endroit où la compétence était récompensée et où les gens étaient traités avec le respect qu'ils méritaient. Nous construisions un canot de sauvetage, et nous laissions les architectes du navire en perdition à leur sort. Le 6e jour fut celui de la finalisation tranquille. La tempête était rassemblée, les pièces étaient en place, et il ne restait plus qu'à attendre le moment parfait pour la déchaîner. J'ai passé la matinée avec Chloé et un graphiste nouvellement engagé à approuver l'image de marque d'Apex Global. Le logo était un A stylisé qui formait un pic de montagne, rendu dans un bleu froid et confiant et un argent métallique et vif. C'était tout ce que Sinclair, fils, n'était pas, moderne, épuré et sans ambiguïté. Le voir sur un papier à en-tête, sur une carte de visite, a rendu tout cela irrévocablement réel. L'après-midi, je me suis assise à ma propre table de cuisine et j'ai tapé ma lettre de démission officielle. Elle était courte, professionnelle et totalement dénuée d'émotion. Veuillez accepter cette lettre comme notification formelle de ma démission de mon poste avec effet immédiat. Il n'y avait pas de « merci pour l'opportunité », pas de « je vous souhaite le meilleur », juste le fait froid et dur de mon départ. Je l'ai imprimé, l'ai signé d'une main ferme et l'ai scellé dans une enveloppe impeccable. En le faisant, j'ai fait une pause, regardant par la fenêtre. Était-ce une vengeance ? Le mot semblait trop petit, trop mesquin pour le changement tectonique qui se produisait. La vengeance était émotionnelle et désordonnée. Ceci était un réalignement stratégique. C'était la conséquence logique de leurs actions. Ils avaient dévalué leur unique et plus important atout, au point que celui-ci a choisi de partir et d'emporter le reste de la valeur de l'entreprise avec lui. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction du marché. C'était la justice, rendue non pas avec une épée flamboyante, mais avec un stylo plume et une série d'appels téléphoniques, dévastateurement silencieux et parfaitement légaux. La guerre était déjà gagnée. Il ne restait plus que la déclaration finale et formelle de la victoire. J'ai passé une bonne partie de cette soirée à imaginer leur semaine. C'était un plaisir coupable, une forme de plaisir malin mental qui était profondément satisfaisant. J'imaginais mon père, arpentant le bureau comme un héros conquérant, acceptant les félicitations des quelques employés sycophantes qui n'avaient pas encore été débauchés. Il régalait probablement les acheteurs du groupe de holding avec des histoires embellies de ses prouesses commerciales, tout en ignorant complètement le fait que les sources de revenus de l'entreprise se tarissaient d'heure en heure. Je voyais ma mère, parcourant des sites web pour des croisières de luxe et de nouvelles voitures, dépensant joyeusement un argent qui n'existait plus. Elle serait en train de planifier une fête « Nous avons vendu l'entreprise », ignorant béatement que l'invité d'honneur, leur fortune, avait déjà quitté les lieux. Kevin était probablement sur le terrain de golf, comme l'appel de ma mère l'avait confirmé, se plaignant de son handicap et se vantant auprès de ses amis de son aubaine imminente. Il devait probablement sentir qu'il serait enfin libéré de la morne nécessité de faire semblant de travailler. Et Jessica ? Elle compilait sans aucun doute une liste de courses qui s'étendrait sur plusieurs continents, un témoignage d'un style de vie qu'elle considérait comme son droit de naissance. L'ironie dramatique était si épaisse que je pouvais la goûter. Il célébrait la vente d'une poule aux œufs d'or, tandis que moi, la poule, je construisais tranquillement un nouveau nid et emportais tous les œufs d'or avec moi. Ils se pensaient les architectes de mon avenir, me remettant gracieusement une aumône pour que je m'en aille. En réalité, ils étaient les architectes de leur propre ruine, et ils étaient sur le point de découvrir que les plans étaient fatalement défectueux. Le matin du 7e jour se leva, clair et lumineux. C'était comme si le monde retenait son souffle. Je me suis tenue devant mon placard et j'ai choisi mon armure. Un tailleur pantalon gris anthracite, net et impeccablement coupé, associé à une blouse en soie blanche impeccable. C'était une tenue qui projetait la compétence, le contrôle et une absence totale de sentimentalité. En me maquillant, je n'ai pas vu la femme fatiguée et perpétuellement stressée d'il y a une semaine, mais une PDG. Mes yeux étaient clairs, mon expression calme. L'énergie nerveuse de la semaine passée s'était solidifiée en un noyau de certitude inébranlable.
Je ne me dirigeais pas vers un drame familial, je me dirigeais vers une réunion d'affaires où je détenais toutes les cartes. J'ai rassemblé mes affaires, ma mallette contenant les contrats signés de mes nouveaux clients, mon dossier pour Apex Global et la simple enveloppe blanche contenant ma démission. Conduire jusqu'à l'immeuble de bureau de Sinclair, fils, un endroit qui avait été à la fois mon sanctuaire et ma prison pendant plus d'une décennie, semblait surréaliste. Je ne ressentais aucune nostalgie, aucune tristesse. C'était comme visiter une maison où l'on a vécu, un endroit qui n'était plus que des briques et du mortier, sans emprise émotionnelle. J'ai garé ma modeste voiture entre la berline allemande rutilante de mon père et la voiture de sport ostentatoire de Kevin. Pour la dernière fois. J'ai pris une dernière et profonde inspiration. J'ai lissé le devant de ma veste et je suis entrée dans le hall, mes talons claquant un rythme régulier et résolu sur le sol en marbre. L'acte final allait commencer. J'ai poussé les lourdes portes en verre de la salle de conférence principale. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. Mon père était à la tête de la table, en train de pontifier, un verre d'eau pétillante à la main. Ma mère, Jessica et Kevin étaient disposés autour de lui, l'air fier et propriétaire. En face d'eux étaient assis 3 personnes en costume gris sévère, les acheteurs du groupe de holding, accompagnés de leur avocat. Ils se sont tous tournés quand je suis entrée. « Ah, Vanessa », dit mon père, sa voix dégoulinante de condescendance. « Heureuse que tu aies pu venir. Nous étions justement en train de passer en revue les derniers détails de la transition avec M, Sterling et son équipe. Ne t'inquiète pas, c'est très simple. » Kevin eut un sourire narquois. « Ouais, on signe juste les papiers qui te libèrent enfin. Tu devrais nous remercier. » Je l'ai ignoré, mon regard balayant les acheteurs, avant de se poser à nouveau sur mon père. J'ai marché calmement jusqu'à la table et j'ai placé l'enveloppe blanche directement devant lui. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, une lueur d'agacement dans les yeux. Il pensait probablement que c'était une carte de remerciement. « En fait, dis-je, ma voix claire et assurée, tranchant l'atmosphère suffisante de la pièce. Je ne suis pas ici pour les détails de la transition, je suis ici pour présenter ma démission. » Un silence confus s'installa dans la pièce. Mon père fixait l'enveloppe comme si c'était un serpent. Le sourire de ma mère vacilla. « Démission ?» balbutia mon père. « De quoi parles-tu ? Nous vendons l'entreprise. Tu reçois une indemnité. » « Je décline respectueusement votre indemnité de départ, continuai-je, mon ton égal et professionnel. Et avant que vous ne signiez ces derniers papiers, Monsieur Sterling, dis-je, me tournant vers l'acheteur principal, il y a eu des changements importants dans la valorisation de l'entreprise au cours des 72 dernières heures, dont je pense que vous avez le droit d'être informé. La suffisance sur le visage de mon père se figea en confusion, puis en horreur naissante. Monsieur Sterling, l'acheteur principal, se pencha en avant, les yeux plissés. Quel genre de changement important ? J'ai ouvert ma mallette et j'en ai sorti un mince dossier. Depuis hier, Sinclair, fils a reçu des avis de résiliation de contrat de plusieurs de ses clients clés. J'ai commencé la liste, ma voix aussi calme et factuelle que si je lisais un bulletin météo. Thorn Automotive, représentant environ 30% du chiffre d'affaires annuel, a résilié son accord. Le visage de mon père devint blême. Parisien Luxe, représentant 25% supplémentaire. Ma mère laissa échapper un petit hoquet. Et le compte Colton Tech, représentant encore 10%. J'ai fait une pause, laissant les chiffres s'imprégner. Au total, les clients représentant un peu plus de 65% du chiffre d'affaires projeté de l'entreprise pour le prochain exercice fiscal ont retiré leurs affaires. J'ai ensuite fait glisser un deuxième dossier sur la table. De plus, le responsable de la logistique de l'entreprise, David Chen, sa gestionnaire de compte principale, Maria Flores, et son ingénieur système senior ont tous présenté leur démission ce matin. Je crois que vous trouverez leurs noms listés comme personnel, clés dans vos rapports de diligence raisonnables. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Les faits criaient pour moi. La pièce était absolument silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration saccadée de ma mère. Je venais de vider l'entreprise de sa substance en moins de 60 secondes. Monsieur Sterling fixa les dossiers, puis mon père, son visage un masque de fureur froide. « Est-ce vrai ?» exigea-t-il. Mon père ouvrait et fermait la bouche comme un poisson, aucun son n'en sortant. Kevin était pâle, regardant alternativement moi et notre père, son cerveau manifestement incapable de traiter l'information. « Vous nous avez fait venir ici pour acheter une entreprise rentable et entièrement pourvue en personnel, » dit l'avocat de M. Sterling, sa voix comme de la glace. Ce que mademoiselle Sinclair décrit est une coquille vide avec une perte de revenus massive et aucune direction opérationnelle. Cela constitue une déclaration trompeuse importante sur les actifs.
L'affaire est annulée. Sur ce, les 3 hommes se levèrent, rassemblèrent leurs mallettes et sortirent de la pièce sans un regard en arrière. Le silence qu'ils laissèrent derrière eux était assourdissant. Puis, l'explosion. « Toi !» rugit mon père, son visage d'un violet marbré. « C'est toi qui as fait ça. Tu nous as sabotés. C'est notre entreprise. » « Espèce de petite sorcière ingrate !» hurla Jessica, sa voix se brisant. Ma mère pleurait ouvertement maintenant, marmonnant. La croisière, la maison. Kevin retrouva enfin sa voix. « Tu ne peux pas faire ça. Où vont les clients? Où vont les employés ?» Je les ai regardés, cette dynastie en ruine que j'avais moi-même créée, et pour la première fois, je ne ressentis rien. Pas de colère, pas de douleur. Juste une paix immense et vide. J'ai ramassé ma mallette. « Ils viennent avec moi !» dis-je, ma voix calme mais finale. Je me suis tournée pour regarder mon frère, dans ma nouvelle entreprise, celle qui les valorise, celle qui les paiera ce qu'ils valent. J'ai laissé mes yeux dériver sur eux tous une dernière fois. Vous ne vendiez pas une entreprise, vous me vendiez, moi. Et j'ai démissionné. Je me suis retournée et je suis sortie de la salle de conférence, sans regarder en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir l'implosion derrière moi, les ondes de choc de leur sentiment de supériorité ruiné. J'ai traversé le bureau, passant devant les bureaux des quelques employés restants qui me regardaient avec de grands yeux confus. Je n'ai pas ralenti le pas. Les lourdes portes en verre de l'entrée principale se sont ouvertes devant moi, et je suis sortie sous le soleil éclatant de l'après-midi. C'était comme si je prenais ma première bouffée d'air après avoir été sous l'eau pendant une décennie. L'air était frais, la lumière était brillante, et le poids qui pesait sur ma poitrine pendant toute ma vie d'adulte avait tout simplement disparu. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était Chloé. « Comment ça s'est passé, PDG ?» demanda-t-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je me suis appuyée contre la pierre chaude du bâtiment, qui n'était plus le mien, et j'ai ri. C'était un vrai rire, sonore et libre. « L'Apex a été lancé, dis-je, et le vieux navire a été sabordé. »« Je suis garée au coin de la rue, » dit-elle. « J'ai une bouteille de champagne dans la voiture. Le bon, pas la piquette que boit ton père. »« J'arrive tout de suite, » dis-je. En m'éloignant de ce bâtiment pour la dernière fois, je ne me sentais pas vengeresse ou triomphante de manière mesquine. Je me sentais pure. Je sentais que j'étais enfin, après 30 longues années, rentrée chez moi, en moi-même. La célébration avec Chloé n'a pas été bruyante ou tapageuse. C'était un toast tranquille entre 2 amis, un regard partagé de compréhension et de satisfaction profonde et intense. Nous ne célébrions pas la destruction de quelque chose d'ancien, mais le début brillant et magnifique de quelque chose de nouveau. Au cours des 6 mois qui ont suivi, Apex Global n'a pas seulement survécu, elle a pris son envol. Nous avons emménagé dans un espace de bureaux élégant et moderne au centre-ville, avec des vues panoramiques sur la ville. David, Maria et le reste de mon équipe se sont épanouis dans un environnement où leurs idées étaient écoutées et leurs contributions célébrées par des primes et des promotions, et non par des tapes condescendantes sur la tête. Nos clients étaient plus heureux que jamais, et la nouvelle de notre service supérieur s'est répandue comme une traînée de poudre. Nous n'avons pas seulement conservé les clients que j'avais amenés. Nous en avons acquis de nouveaux, plus grands, qui étaient attirés par notre réputation d'intégrité et d'efficacité. J'ai entendu des rumeurs sur ma famille par le biais du milieu des affaires. Le groupe de holding, furieux de la fausse déclaration, avait menacé de poursuites judiciaires, forçant mon père à vendre le nom Sinclair, fils, désormais sans valeur, pour une bouchée de pain afin de couvrir les frais juridiques. Ils ont dû vendre la grande maison familiale pour couvrir la montagne de dettes qu'ils avaient accumulées, la dette que je n'étais plus là pour rembourser à leur place. Kevin, forcé de prendre un vrai travail pour la première fois de sa vie, a tenu 2 semaines en tant que vendeur junior, avant d'être licencié pour incompétence. Les cartes de crédit de Jessica ont été refusées. Les complices, les amis de la famille qui avaient porté un toast au génie de mon père, avaient disparu maintenant que l'argent était parti. La famille, autrefois un front uni de suffisance arrogante, s'était apparemment retournés les uns contre les autres, un nid de vipères où chacun blâmait l'autre pour leur chute. J'ai ressenti une pitié lointaine et clinique pour eux, comme on pourrait en ressentir pour une expérience scientifique ratée. Leur ruine était entièrement de leur propre fait. Cela fait plus d'1 an maintenant depuis mon 30e anniversaire. Ma vie est méconnaissable de la meilleure façon qui soit. Je me réveille le matin excitée pour la journée, pour les défis que je dois résoudre et les succès que je peux construire pour moi-même et mon équipe. Je suis entourée de gens qui me respectent, de mon alliée Chloé qui siège maintenant à mon conseil d'administration, et d'un sentiment de paix qui a plus de valeur que n'importe quel compte en banque. Parfois, je pense à cette nuit au restaurant, à l'effroi glacial,
à l'humiliation totale. C'est étrange, mais je ne ressens plus la piqûre de la trahison. Je le vois maintenant pour ce que c'était, le plus grand cadeau qu'il m'ait jamais fait. Leur cupidité et leur arrogance ont été les clés qui ont ouvert ma cage. Ils pensaient écrire mon épilogue, une petite histoire triste d'une fille mise au rebut, mais ils n'écrivaient que le prologue de ma véritable histoire. Ils m'ont forcé à voir que ma loyauté envers eux était une chaîne, et mon sens du devoir était une prison. En essayant de tout me prendre, ils m'ont forcé à revendiquer ce qui était vraiment à moi, mon talent, ma motivation, ma valeur. Et pour cela, d'une manière étrange et ironique, je suppose que je devrais être reconnaissante. Alors si vous êtes là, à vous sentir sous, évalué, invisible ou pris pour acquis, laissez mon histoire être un signe. N'attendez pas qu'il vous fasse un cadeau. Sortez et construisez votre propre empire. Votre vraie vie, celle que vous méritez, vous attend de l'autre côté de la peur.